La priorité, ça a été de numériser nos contenus, bien évidemment, ce qui se prête très très bien à notre matière, puisqu'on parle de droit social, donc une réglementation qui évolue énormément, et là le digital est beaucoup plus pratique pour mettre à jour et pour tenir donc les informations actualisées pour nos clients. Caroline, bonjour. Bonjour Bruno. Tu es directrice générale des éditions Tissot. Ouais. Alors c'est dans du print, c'est du papier et du digital, on va le voir. Le positionnement il est quand même très particulier, c'est du B2B, ouais. C'est du juridique pour des professions non juridiques et un mode de fonctionnement qu'on dit en édition permanente. Ouais. Alors justement, est-ce que tout ça n'a pas beaucoup bougé avec le digital? Énormément, mais ça fait longtemps. C'est pas la rupture qu'on entend de la transformation digitale qu'on a vécue ces dernières années. De notre côté, c'était la priorité, ça a été de numériser nos contenus, bien évidemment, ce qui se prête très très bien à notre matière, puisqu'on parle de droit social, donc une réglementation qui évolue énormément, et là le digital est beaucoup plus pratique pour mettre à jour et pour tenir donc les informations actualisées pour nos clients, que ça ne l'était dans le papier où on faisait des mises à jour trimestrielles, donc tous les 3 mois, c'est un petit peu juste pour ce genre de matière-là. Donc le digital s'y prête à merveille, et donc ça fait très longtemps qu'on a fait ce choix-là. Il y a encore du papier parce qu'on a encore des habitudes, donc encore des demandes de la part de notre marché, mais le papier devient vraiment marginal par rapport à ce qu'apporte la partie numérique de nos contenus. Quelque part, le digital vous a rendu service, parce que pour être en édition permanente, c'est plus simple de mettre à jour une page web qu'une feuille imprimée. Clairement, et le client s'y retrouve aussi puisque c'est beaucoup plus à jour que ça ne l'était auparavant. Donc pour nous, c'était un outil qui est arrivé et qu'on attendait en tout cas, qui est tombé à point, on va dire. Ah, ça fait plaisir d'entendre qu'il n'y a pas de disruption, il n'y a pas d'ubérisation, c'est plutôt un service qu'a rendu le digital. Ouais, alors il n'y a pas d'ubérisation du tout quand même, puisqu'on a, c'est en tout cas, c'est un point de vue qu'on défend ici, c'est que la transformation digitale qu'on a fait, si tant est qu'un jour ça peut être terminé, ça suffit pas, puisque nous, on voit bien qu'il y a quand même des nouveaux entrants qui arrivent, et qu'au-delà de la transformation digitale, il y a une stratégie beaucoup plus large d'entreprise qui est nécessaire pour faire face à ces nouveaux entrants, notamment. Alors là, pour ce qui nous concerne, je veux parler plutôt d'une révolution qui a lieu en ce moment dans le monde du droit, via les legal tech. Donc les legal tech, l'objectif commun, ces legal tech, même si elles prennent des formes différentes, c'est de rendre le droit le plus accessible, notamment financièrement, mais aussi technologiquement, à la plupart d'entre nous, que ce soit du B2B ou du B2C. Ça se concrétise de différentes manières, dont la désintermédiation des avocats, par exemple, par la rédaction automatique de documents juridiques. Et tout ça, nous, évidemment, ça nous fascine, parce que on voit bien que le marché est en train d'évoluer, parce que les besoins de nos consommateurs, qui sont pourtant B2B, évoluent très rapidement, que ces startups-là sont en train de faire changer les choses, là où on ne les attendait pas forcément, et que toutes les professions, notamment libérales, qui sont les premières dont on dit qu'elles sont menacées, sont celles, effectivement, qui ont peut-être un peu moins fait leur transformation digitale et qui se retrouvent aujourd'hui à devoir faire face à des gens qui sont ultra agiles et qui ont très bien compris que ce qu'attendaient les clients, les consommateurs, c'est de gagner du temps et d'être de plus en plus indépendants, autonomes par rapport à ces matières qui sont pas toujours très passionnantes pour chacun d'entre nous. Est-ce que ça veut dire que les éditions Tissot vont racheter une legal tech, ou est-ce qu'elles vont se faire absorber par les legal tech? Rien n'est jamais impossible dans ce monde où tout bouge très très vite. Concrètement, il n'y a pas de projet aujourd'hui. Ceci dit, nous, ce qui nous intéresse énormément, c'est de regarder ce qui est en train de se passer. Et l'édition n'est pas du tout la première menacée par ces legal tech. Mais nous, on trouve qu'il y a des choses intéressantes à faire avec eux. Et pour le coup, on a déjà signé un partenariat avec l'une de ces legal tech et on apprend l'un de l'autre. Eux d'un éditeur qui a 40 ans, qui fait de la mise à jour, qui connaît les PME, qui les approche depuis très longtemps, et puis une start-up qui est ultra agile, qui déboule, qui change les habitudes, les expériences utilisateurs, et c'est assez fascinant d'apprendre l'un de l'autre, et c'est là qu'on voit qu'on est plutôt complémentaires. Alors c'est intéressant parce que d'un métier très print, vous avez intégré complètement le digital donc depuis longtemps, vous fêtez vos 40 ans cette année. D'un point de vue, justement, alors on va dire les collaborateurs, le côté RH,
comment on le vit de l'intérieur? C'est-à-dire que pour faire évoluer également ses collaborateurs vers cette sensibilité au digital, est-ce qu'il faut en recrutement prendre que les digital natives, comme on dit, qui sont les plus à même d'être ou de ne pas être très digitaux? Comment ça se gère quand on est directrice générale d'une entreprise? Alors moi, je suis intimement convaincue que il faut pas stigmatiser sur une classe d'âge et que tout ce qu'on entend sur la génération Y, pour le coup, moi, je trouve que c'est plutôt dangereux. Vraiment pas vertueux pour une entreprise où on parle de vivre ensemble et c'est quand même la clé. On peut parler transformation digitale, on peut parler stratégie, mais si les équipes suivent pas, s'il n'y a pas un bien-être au travail, ça peut pas fonctionner. Et donc d'opposer des classes d'âge les unes aux autres, je suis sûre qu'on va dans le mur si on s'amuse à faire ça. Et pour répondre à ta question, non, c'est pas que l'affaire des plus jeunes, même si c'est sûr qu'ils ont évidemment l'habitude de certains outils bien plus que notre génération ou celle qui était avant nous et qui est encore en entreprise aujourd'hui. Il y a un vieil adage qui dit si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Depuis toujours, je pense que les classes d'âge sont complémentaires. Et aujourd'hui, la manière dont on le vit en interne, c'est sur l'innovation. Depuis quelques années, on a fait un gros travail pour que chacun se sente partie prenante de l'innovation, des tendances, de se faire une veille. Et régulièrement, on arrive chacun avec une idée parfois totalement délirante, mais qui, au final, va peut-être pouvoir se concrétiser. Et en général, aujourd'hui, un besoin consommateur qui est identifié ou une nouvelle tendance qui est identifiée va se terminer effectivement par une concrétisation via un outil digital. C'est bien un outil digital. Le besoin n'est pas forcément digital à la base, mais notre réponse va souvent l'être. Donc voilà pourquoi aujourd'hui c'est important pour moi de mixer au contraire les classes d'âge et pas faire le focus sur les digital natives et d'embaucher que des digital natives. Alors on parlera d'outils digitaux, on parlera de legal tech, on parlera d'édition papier qui s'est digitalisé depuis très longtemps au sommet du digital, fin janvier, tous ensemble. C'est ça. Merci avec beaucoup. plaisir. Merci à toi Bruno.